Merci Vincent de me recevoir aujourd'hui au sein des locaux de Renault Gear Solutions. Superbe locaux avec un magnifique drapeau. Ça donne bien aussi une indication sur l'origine de fabrication et c'est aussi pour ça que je suis là. Donc Vincent, merci de me recevoir. Donc aujourd'hui, tu représentes Renault Gear Solutions. Je sais qu'il y a d'autres personnes autour, mais aujourd'hui, tu es le visage, enfin du moins pour moi, de Renault Gear Solutions. Première question Vincent, pourquoi apparais-tu à visage couvert? En fait, la raison est simple, c'est que au-delà du fait d'être le fondateur de RGS, je suis toujours d'active au sein d'une unité spécialisée. Du coup, pour des besoins évidents de discrétion, je ne souhaite pas que mon visage apparaisse. Et puis de toute façon, j'en ai pas le droit. D'accord, très bien. Comment tu te présenterais à ceux qui ne te connaissent pas? Vincent, 29 ans, fondateur de Renault Gear Solutions, société française de fabrication d'équipements tactiques à destination des forces de sécurité et de défense. Tu as une longue histoire avec le Gear, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Donc j'ai servi différentes institutions, j'ai derrière moi 10 ans de service. Moi-même étant équipé au quotidien d'équipements tactiques, je suis forcément confronté aux différents produits qui peuvent exister sur le marché, équipements qui sont en dotation, de par les différentes spécialités aussi qu'aujourd'hui j'ai ou que j'ai eu, que ce soit dans le domaine du tir ou plus récemment du monitorat. Et en tant qu'utilisateur, quelle est ta relation avec le Gear? Parce que moi-même, je rencontre des utilisateurs de toute unité confondue, interministérielle d'ailleurs, et on se rend compte que pour un certain nombre, le Gear, enfin l'équipement, est pas forcément considéré comme toi tu le considères et comme moi je le considère, c'est-à-dire que ce sont des EPI, des équipements de protection individuelle, et que ce qu'ils ont en dotation leur suffit, a priori. Et toi, quel est ton regard sur le Gear en particulier? Comme tu l'as dit, c'est un EPI, donc on leur fournit, voilà, on leur donne la notice. On enfile le gilet, on l'utilise et ça va très bien. Je suis notamment à la cellule matérielle, ce qui me permet en fin de compte de réceptionner le nouveau matériel et y faire un peu ce qu'on appelle les fiches réflexes. Donc on va chercher dans le détail de comment le fonctionnement, quels sont les points à modifier pour que ce soit parfaitement opérationnel pour nous, pour notre utilisation. Donc c'est vrai que j'ai un regard assez critique et perfectionniste en fin de compte. Voilà, je cherche vraiment le truc que ce soit 100% opérationnel, sans qu'on n'ait pas le jour d'une mission le moindre doute sur l'efficacité de tel ou tel matériel, quoi. Oui, on est d'accord que les équipements doivent faciliter la vie de l'opérateur, doivent être un outil, rendre le service qu'on attend de l'équipement en l'occurrence, et en aucun cas avoir l'effet inverse, comme malheureusement, parfois ça arrive sur les théâtres. Toujours en tant qu'utilisateur, selon toi, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de faire le choix d'un équipement? Je dirais que les bonnes questions à se poser, c'est quelles sont mes problématiques aujourd'hui que je rencontre? Comment je peux y remédier avec ce que j'ai déjà? Le nouveau produit, le nouvel équipement que je vais rentrer, est-ce qu'il va s'adapter parfaitement à l'écosystème que je possède déjà? Est-ce que j'en ai réellement l'utilité? Est-ce que ma spécialité aujourd'hui m'impose tel matériel? Est-ce que je peux pas faire autrement? Et vraiment, c'est tout un tas de questions, vraiment de se dire, est-ce que c'est 100% utile? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui existe sur le marché pour répondre à ces problématiques? Après, une fois qu'on a coché un peu toutes ces cases, se mettre à chercher à ce qui existe, ce que proposent les marques, celle qui correspondra le plus à mes besoins, à mes spécialités, à mes missions, à mon environnement, soit modulable et adaptable facilement par l'opérateur. D'accord, ça a du sens. Alors moi qui parcours beaucoup de salons internationaux, j'assiste plusieurs fois par an à l'arrivée et l'émergence de nouvelles solutions, de nouvelles offres de fabricants internationaux qui viennent répondre à des problématiques très singulières qui sont dans chaque unité, mais qui décident d'en faire des standards. Et du coup, on a des évolutions d'équipements à chaque salon. Alors, évolution par révolution non plus, mais il y a des évolutions. Comment toi, de ton point de vue, tu penses qu'a évolué justement le monde du Gear depuis ces 10 dernières années? L'époque des passants molles qui étaient fixés avec des clips, des pressions, des boutons pression en acier, qui, avec l'oxydation, si on était dans des milieux aquatiques, rouillaient, c'était impossible à enlever, etc. Aujourd'hui, on est sur des produits découpés au laser, on est sur des choses très légères, très fines. Ça, c'est récent, ça, quand même. Très résistant, c'est assez récent. Donc, en fait, forcément, ça va avec la technologie de découpe laser qui est arrivée. On l'a mise dans le textile, donc forcément, il fallait un textile qui réagisse correctement à la découpe laser, avec les mêmes propriétés de résistance qu'une sangle en nylon classique. Quand je regarde l'équipement qu'on avait il y a 10 ans, aujourd'hui, ça s'est énormément allégé. Oui. On le voit même aujourd'hui, sans parler de textile, mais dans les plaques balistiques. On a des plaques balistiques de plus en plus légères, 2,8 kg, 3 kg. Et on arrive même, avec certaines technologies, à avoir des plaques d'1 kg, voire moins. Et donc forcément, ça permet d'avoir un combattant plus endurant. Et donc forcément, comme je disais, les évolutions dans le textile, on est sur des configurations, en prenant l'exemple du porte-plaque par exemple, de plus en plus, je dirais, minimalistes. Où en fin de compte, on en revient à l'essentiel. De quoi j'ai besoin? J'ai juste besoin d'une protection balistique. J'ai peut-être pas besoin d'avoir un surplus de tissu qui du coup va forcément m'alourdir, qui va m'encombrer, je serai moins à l'aise, je serai moins efficace au tir. Comment s'est créé RGS?
Je me suis mis à fabriquer mon propre équipement, aidé par mon épouse qui est couturière. Et donc du coup, en fin de compte, voilà, j'avais eu ce besoin de développer mon propre matériel, vraiment à titre vraiment purement perso, pour être plus efficace sur le terrain. Les camarades, voyant que le matériel était nouveau, putain, c'est toi qui as fabriqué, etc. Forcément, il y a eu un engouement. Ce constat que j'ai eu, le matériel qui était fourni n'était pas optimisé au maximum pour nos missions, pour nos besoins. Du coup, je me suis mis à la recherche de trouver la solution permettant d'avoir un matériel optimum pour un maximum d'utilisateurs. Qui fait quoi chez RGS? Combien vous êtes? C'est qui derrière ces 3 lettres? RGS, c'est 6 associés, on va dire. 6. 6 associés. Donc, mon épouse, la présidente de RGS, donc c'est elle la tête de l'entreprise. La patronne? C'est la patronne. C'est la patronne à la maison, c'est la patronne au boulot. Et donc c'est elle qui gère toute la production. Elle est assistée par plusieurs personnes derrière. Moi-même, je viens filer la main sur la partie production, puisque quand il y a besoin de donner un coup de main, etc., voilà, j'ai pris en expérience sur la couture. Je me débrouille pas mal, on va dire. Donc on a également Fred, donc un autre de mes associés, qui lui gère les réseaux sociaux, on va dire le côté numérique. Et du coup, je délègue quelqu'un qui maîtrise ce domaine. On a également Steph. Donc Steph, lui, c'est un ancien légionnaire, donc aujourd'hui reconverti dans le civil. Steph, c'est un peu notre commercial. Voilà, c'est lui que vous avez pu retrouver notamment à Milipol. Exactement. Malgré qu'il soit ancien légionnaire, on pourrait dire que c'est quelqu'un de très fermé. Mais malgré ça, la réputation des légionnaires est fausse, puisqu'on le voit bien. Il est adorable. Ouais. Il est très ouvert, très professionnel dans son domaine. À ça, on rajoute 2 autres associés. Donc c'est des gens qui ont été investisseurs au début du projet, mais qui, en plus d'être investisseurs, étant donné qu'ils sont toujours d'actifs, comme moi-même, ça leur permet, et ça me permet aussi d'avoir un regard, d'avoir une veille stratégique, en fin de compte. C'est 2 personnes qui ont ou qui servent toujours des unités spécialisées. Pour rester vague, voilà. Je les connais, mais je peux pas le dire. Mais je les connais, ces unités en plus. Unités spécialisées de l'armée de l'air ou d'autres, de l'armée de terre notamment. Du coup, ça permet vraiment d'avoir, là, comme je disais, une veille stratégique sur tout ça. Et donc, aider de ces 2 associés avec moi, je dirais qu'on a la recherche et au développement de nouvelles solutions aux problématiques que rencontrent aujourd'hui les utilisateurs sur le terrain et dans les unités. Et c'est super important. C'est super important parce que je pense qu'il y a une accélération qui s'est faite ces dernières années avec l'arrivée de nouvelles capacités pour les combattants. Et ces dernières évolutions font que aujourd'hui un combattant ne travaille pas de la même manière qu'il y a ne serait-ce que 5 ans. Et d'avoir un pied sur le terrain, c'est pas seulement une métaphore, mais d'avoir physiquement un pied sur le terrain, comme avec ces associés-là, permettre de maintenir la connexion entre les problématiques rencontrées et ce qui doit être fait en conception et en réalisation chez RGS pour répondre justement en temps réel à cette problématique-là. Et c'est très bien joué de votre part parce que la plupart des sociétés sont aujourd'hui montées par des vétérans, donc qui, par définition, perdent le lien avec le terrain. Après, ils ont toujours leur réseau, effectivement, mais c'est pas pareil que d'avoir un pied sur le terrain. Qui sont vos cibles? Qui sont vos clients visés? Donc ça va représenter les militaires, qu'ils soient spécialisés ou non d'ailleurs. Ça va représenter les policiers, les gendarmes, donc les forces de l'ordre au sens large du terme. Les services de secours aussi. On peut avoir des demandes sur des services de secours. Comme je disais, dans mes spécialités, j'ai notamment fait du secourisme, on va dire, combat, opérationnel, etc. Du coup, je peux avoir rencontré des problématiques que rencontrent aujourd'hui des pompiers, par exemple. Donc on peut proposer du matériel à des services de secours. Mais du coup, on est là aussi pour apporter des modifications, être à leur écoute, les comprendre, et derrière trouver une solution à leurs problématiques. Crois-tu qu'un porte-plaque pour tous existe? Alors non, le porte-plaque pour tous, il n'existe pas. Parce qu'au-delà de l'aspect, est-ce que ça remplit les fonctions, est-ce que c'est adapté à mon environnement, etc., etc. On va avoir des éléments qui rentreront en compte. C'est l'aspect financier, parce que potentiellement, à quel prix il est, du coup, il n'est pas dans mon budget, donc il conviendra pas à tout le monde, forcément. Les goûts, rien que le design peut plaire à quelqu'un et pas à d'autres. C'est important que tu mettes le doigt là-dessus. Ça, on s'est toujours dit dans l'équipe chez Tactical Équipement, il faut qu'un équipement réponde à des problématiques. Ça, c'est des choix de raison, c'est factuel. Il y a aussi un côté choix de cœur. On va privilégier une marque parce qu'il y a une aura autour de la marque en question ou parce que tel ou tel équipement est plus sexy que l'autre. C'est ça. Ça va avec les habitudes aussi. Oui, c'est ça. Parce que potentiellement, il peut y avoir, par le passé, tel équipementier qui a fourni avec du très bon matériel. Arrive une nouvelle gamme de produits qui n'est peut-être pas forcément le plus adapté, mais ça leur rappelle la bonne époque où ils avaient tel produit qui remplissait les cases, qui est aujourd'hui, il y a peut-être autre chose sur le marché qui se fait de mieux. Ouais. Il y a aussi une relation de confiance avec la marque ou l'équipement, parce que évidemment que ceux qui partent
au charbon avec leur équipement, c'est important pour eux d'avoir confiance en leurs équipements pour se focaliser uniquement sur la mission qu'ils doivent réaliser. On a la facilité de dire, je prends cette marque parce que j'ai déjà eu ou c'est réputé dans le régiment ou sur la base. Donc on va sur cette marque-là parce que voilà, on a confiance. On a confiance. Et RGS, avec la jeunesse que vous avez, effectivement, vous n'avez pas l'historique dans les unités, donc il faut convaincre. Et pour convaincre, tu l'as dit, hein, tu testes toi-même tes équipements, tu apportes les modifications nécessaires, et puis surtout, demain, si une unité vient te voir en disant j'ai des besoins très spécifiques, tu es en capacité d'y répondre, ce qui contribue à apporter un climat de confiance en équipement. Mais tu ne passeras pas à travers les tests. Je pense que tu l'as vécu, et nous, on le vit aujourd'hui avec les unités. Ça part en OPEX, 4, 5, 6 mois. Ça revient, et là, on nous dit, il y a ça à modifier ou pas. Il y a toujours quelque chose à modifier de toute façon. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on gagne la confiance des utilisateurs. Alors, en tant que distributeur, je parcours donc tous les salons internationaux. Donc, des nouveautés, j'en vois systématiquement à chaque salon. Comment RGS compte se distinguer face à la concurrence? Elle est féroce quand même. Hein. Chez RGS, ce côté R&D que je disais tout à l'heure, d'avoir des utilisateurs qui sont eux-mêmes, entre guillemets, destinateurs du produit, à la conception du produit, ça permet vraiment d'être, on va dire, la dernière mise à jour de ce qui se fait sur le terrain. Du coup, ça nous permet d'être confrontés aux problématiques actuelles et d'y répondre de façon actuelle. Voilà, d'avoir vraiment des produits dans l'air du temps. Tu es en train de me dire que tu ne vas pas innover pour innover. Lorsque tu innoves, c'est à travers la résolution d'une problématique terrain. C'est ça. D'accord. C'est ça. Mais c'est pas la tendance qui va te guider. C'est pas la tendance. C'est les vraiment, voilà. problématiques terrain. RGS, c'est l'un des rares fabricants aujourd'hui de porte-plaques basés en France. C'est pas de l'assemblage, c'est fabriqué en France. Est-ce que tu penses que ça peut pencher dans la balance des utilisateurs, mais aussi des bureaux d'achat français? On l'a vu en fait très récemment avec le conflit en Ukraine. L'Ukraine ayant on va dire, pour parler purement de ce domaine de l'équipement, l'Ukraine est un pays où l'industrie textile y est énormément développée. On retrouve énormément d'usines de production de grandes marques de fabrication d'équipements tactiques. Je ne vais pas les citer, mais voilà, il y en a énormément, des marques européennes. En fait, on l'a vu qu'avec ce conflit, des commandes qui auraient pu être passées par des entités étatiques et même l'État français n'ont jamais pu être honorées à cause de ce conflit. Alors, naturellement, le conflit prime sur un pays, entre guillemets, en paix. Sauf que la France se rend compte qu'il y a un hic voilà, dans l'équation. C'est que potentiellement, du jour au lendemain, avec une production qui est délocalisée, on n'a plus le contrôle de notre propre production. Et du coup, on n'a plus le contrôle de l'équipement de notre combattant. Du coup, demain, il se peut que si on ne fabrique pas en France, on se retrouve à poil. Qu'on se retrouve à poil. On va dans cette direction. Moi, travaillant avec aussi les bureaux d'achat, effectivement, ils nous imposent des origines de fabrication européennes, au minima, parce qu'ils ne peuvent pas dire France, parce qu'aujourd'hui, l'industrialisation française sur le secteur de la défense, on peut pas y répondre à tous les spectres. Ça, c'est évident. Et de deux, on distribue des marques aujourd'hui qui sont américaines. Moi, je pense à une marque en l'occurrence qui est signataire du American First Act, c'est-à-dire ça consiste en quoi? Si demain il y a dans leur usine donc aux États-Unis, s'il y a l'armée qui déboule dans les locaux en disant cette palette-là je la veux, ouais mais ça c'était pour la France, c'est pour ta ticket équipement, en fait je m'en fous, tu me la charges dans mon camion parce que tu as signé l'American First Act. Donc typiquement pour les États-Unis, la France n'est pas considérée au même titre que les Américains. Les clients américains, enfin l'administration américaine en tout cas. Ça c'est une chose, après ils ont certainement raison. Et le fait d'avoir notre propre production en interne sur le sol français d'équipements destinés aux forces de l'ordre ou à la défense, là en l'occurrence on parle de porte-plaques, évidemment que pour moi c'est un avantage. J'espère que ça le sera de plus en plus pour les bureaux d'achat et pour les utilisateurs, ça sera toujours sous condition que ça coche techniquement, que ça réponde à leurs besoins. Ils n'auront pas outrepasser à mon niveau, enfin je pense et je suis quasiment sûr de la réponse, ils vont pas outrepasser des manquements techniques parce que c'est du Made in France. Bien sûr. RGS répond sur des critères de mobilité. Demain il peut être amené RGS à faire du lourd. Alors on le fait déjà entre guillemets. On le fait déjà, c'était montré à Millipol. On a développé, toujours en partant de cette base de porte-plaques, entre guillemets, à tout faire. Donc l'ATR, donc c'est notre produit. Donc à Millipol notamment, on avait développé je me souviens bien. Un kit, on va dire, un kit qu'on a baptisé kit Invex, en référence au premier PIMA qui, à l'époque, avait une compagnie spécialisée qui s'appelait l'Invex. Donc aujourd'hui, c'est le CTLO, mais c'est les ancêtres du CTLO, donc contre-terrorisme, libération d'otages. Donc à l'époque, l'Invex, c'était des équipiers qui étaient équipés en lourd avec casque, visière, bouclier, un peu comme on peut retrouver aujourd'hui dans des unités d'intervention comme le RAID, la BRI ou le GIGN. Donc collerette, pelvien, voilà, exactement. Protection épaulette. pelvienne, protection deltoïde, carotidienne. Voilà. Des protections additionnelles en fait compte qui viennent se greffer directement sur un porte-plaque, une base existante,
et qui permet de la moduler en fonction des missions. On prend par exemple la BRI ou le RAID ou le GIGN, peu importe, peut être amené à faire une mission où il a besoin d'être équipé en lourd le lundi, et le mardi de devoir se dépoiler un petit peu et de partir on va dire en poste de tireur sur une prise d'otage par exemple, ou une situation de forcené, auquel cas il va adapter forcément sa protection balistique et son équipement à la mission qui lui est demandée. Je pense que l'État ne peut pas se permettre de payer 10 porte-plaques pour... Par opérateur, parce qu'il y a 10 contextes d'usage différents. Tu es en train de me dire que chez RGS, s'il veut passer ce modèle-là en modèle lourd, il le peut. Il le peut. Merci Vince, c'était très instructif. Cet échange nous a permis d'en connaître un peu plus, et voir un peu plus en profondeur d'ailleurs, sur à la fois l'état d'esprit qu'il y a derrière ce gilet, la direction que vous souhaitez prendre concernant RGS, et ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché à tous, parce que vous avez un site internet. Tactical Equipment fait partie des distributeurs de cette marque à destination des administrations. C'est typiquement mon travail, c'est de rencontrer les unités, connaître leurs problématiques et leur proposer des solutions soit sur étagère ou soit en confection. Et j'ai bien entendu, j'ai bien enregistré qu'il était possible que demain je vienne avec 10 gars d'une unité X en disant « Vince, voici notre cahier des charges, on a fait un petit gribouillis avant de venir, aide-nous à le mettre, à rendre ce schéma réel avec du prototypage et de la production en série derrière. » Ça, tu es en mesure de le faire, et ça c'est... Je le savais avant de venir, mais c'est important que les gens le sachent également. Modularité, possibilité pour RGS de répondre à différents besoins, à la demande, réactivité et surtout fabriqué sur le sol français. Exactement. Rien que pour ça, Vince, je te dis un grand merci. Merci à toi d'être venu. Je te souhaite, merci, et je te souhaite plein de succès pour la suite, et j'espère y contribuer, et je te dis à bientôt.